merci d'accueillir Antoine Armand. Vous êtes député de Haute-Savoie, circonscription de Annecy, où j'ai eu quelques attaches familiales il y a longtemps. Olivier Ouvenagel, Ouvenagel ou Ouvenagel ? Ouvenagel. Parce que je suis tellement à cheval sur la prononciation de mon nom que j'y vais mollo. Vous êtes directeur de l'économie du système électrique chez RTE. David Marchal. Vous êtes directeur de l'expertise et des programmes à l'ADEME, qu'on ne présente plus, tout le monde connaît l'ADEME. Antoine Peillon, vous n'êtes pas Antoine Peillon, vous êtes Joseph Ajar, vous le remplacez au pied levé, il a une réunion à l'Élysée. Antoine Peillon, vous êtes directeur de programme au secrétariat général à la planification écologique. Et Cédric Ringenbach, mesdames, messieurs, un nouveau retraité, fondateur de la Fresque du Climat. On va commencer par toi, on se connaît. La Fresque du Climat dont tu quittes la présidence. Exactement. Aujourd'hui. Hier, précisément. On n'y est pour rien, là. C'est pas lié ici, hein. D'accord. Raconte-nous cette histoire, la Fresque du Climat. D'où est venue cette idée, au départ ? Alors, pour remonter un tout petit peu dans le temps, j'ai commencé à donner des cours et des conférences vers 2009, au moment où je me suis mis à lire les rapports du GIEC. Je faisais principalement des cours sous forme de PowerPoint, et je connais un peu les limites du PowerPoint, au bout d'un moment. Et donc, j'ai voulu créer un atelier un moment dans la journée qui soit un peu plus interactif. Tu sais, au moment de la sieste, quand l'attention commence à baisser, là, il faut les réveiller. Donc j'ai imprimé des slides, je leur ai donné, et puis je leur ai dit, faut essayer de trouver des liens de cause à effet entre ces différents morceaux du changement climatique. Et quand j'ai vu les gens faire cet exercice, je me suis dit, là, il y a un truc, parce qu'ils hésitent, ils se trompent, ils se corrigent, ils ne sont pas d'accord, ils argumentent. Et en faisant tout ça, à la fin, quand ils ont vraiment relié correctement les choses, c'est bien ancré dans leur cerveau. Et je me suis dit, ce format d'atelier devrait avoir du potentiel, et je l'ai amélioré à chaque utilisation. Donc Joseph, ici présent, était là le premier jour où on a fait la Fresque du Climat. Toi, Frédéric, tu l'as fait à la Bourboule pas longtemps après. Et donc, au bout de quelques semaines et quelques mois d'utilisation, c'est devenu quelque chose qui est devenu relativement autoporteur. Et puis, un jour, on a eu l'occasion de faire jouer presque 1000 étudiants d'un coup. Et là, c'était l'épreuve du feu, le proof of concept du passage à l'échelle. On avait 2 semaines pour le monter, on a recruté 30 animateurs en 2 semaines, et ça s'est bien passé. Et donc, voilà, ce jour-là, donc la création, c'est 2015, l'événement dont je parle, c'est 2018, 3 ans après la création de l'atelier, et ça a été le déclenchement de toute une dynamique qui nous a amené à aujourd'hui. Donc on a dépassé le million, maintenant le 1,5 million de participants, en grande partie en France, mais également dans le monde, 80% à peu près en France. Et voilà, et c'est assez fou parce qu'en fait, on fait jouer des gens. Parmi eux, il y en a qui trouvent l'atelier intéressant, ils deviennent eux-mêmes animateurs, après une formation, somme toute, assez rapide, parce que l'atelier est très autoporteur. Et puis, c'est pas fini, parce que là, c'est que le début de l'aventure. On a bien avancé en France, mais le reste du monde est encore à conquérir, parce qu'il y a presque 200 pays, et des fresqueurs dans plus de la moitié des pays du monde, et il n'y a plus qu'à leur donner l'autonomie, les moyens financiers pour avancer, et que ça se développe. Tu vas te consacrer. C'est sur quoi je vais travailler à partir de maintenant. Ouais. D'accord. Alors la fresque est fait des petits, il y a une fresque hors du sol, un peu participé à son début, avec l'ADEME d'ailleurs. Il y a une fresque de la biodiversité, il y a une semi-fresque de l'eau. T'as formé tout le monde là ? L'ADEME, tu as formé des gens à l'ADEME, chez RTE, tu as formé des élus. C'est pas moi qui ai formé tout le monde. Le principe, justement, c'est qu'on est nombreux à être animateurs. Je ne suis pas au courant de tout. Avec mon entreprise Blue Choice, on a eu la chance de travailler pour l'État, parce que donc il y a la Fresque du Climat, l'association, elle a pour but, l'association dont j'ai été le président jusqu'à hier, elle a pour but de déployer l'outil, de le mettre dans les mains d'un maximum de monde, et ensuite ces personnes animent et peuvent en faire leur métier. Donc moi, comme beaucoup d'autres fresqueurs, j'anime et je facture mes prestations dans certains cas, puis dans d'autres cas, on fait aussi du bénévolat. Et Blue Choice a eu le grand privilège de travailler pour l'État, donc le MTE, puis la DIEZ, et on a pu former notamment les directeurs d'administration centrale, un certain nombre de ministères également. Et c'était, voilà, au bout de 5 ans d'existence, c'était un petit peu la consécration de rentrer dans les hautes sphères de l'État. Puis après, il y a eu un appel d'offres. Alors, c'est pas la fresque qui a été retenue, mais c'est un autre atelier pédagogique qui est sur le climat, les ressources, l'eau, la biodiversité, qui a été retenu et qui va
permettre de former sur les connaissances de base sur les questions environnementales un très grand nombre de hauts fonctionnaires en France, et c'est une très bonne chose. Le projet par la suite étant d'aller jusqu'à 2,5 millions de fonctionnaires en France, et je pense qu'on est le seul pays au monde qui a pris ce genre d'engagement, donc bravo la France. Mais ce qui peut paraître étonnant au premier abord, on se dit les hauts fonctionnaires ont fait les meilleures études, ont les têtes les mieux formées, ont les esprits qui réagissent le plus vite, et pourtant il a fallu les former par des choses qui nous, moi je suis de formation scientifique, me semblaient basiques. C'est-à-dire qu'on soit haut fonctionnaire ou conducteur de tram, ou agriculteur, ou boucher charcutier, peu importe, ou journaliste, il y a un niveau de connaissance qui est trop bas en France. Et toi, ça te semblait basique parce que tu connais le sujet depuis un certain temps et tu es enfermé dans l'effet Dunning-Kruger. C'est-à-dire, tu crois que ce que tu sais, qui sont ces deux-là, tu crois que ce que tu sais, tout le monde le partage. Ça vient assez vite. Quand on devient expert d'un domaine, déjà, on devient très humble par rapport à ce domaine parce qu'on mesure l'ampleur de ce qui nous reste à découvrir pour être vraiment expert d'un domaine. Et quand on a déjà ce petit niveau d'expertise, on est persuadé que les connaissances qu'on a sont juste la base, en fait, et que tout le monde les a. Et c'est pas vrai. Voilà. Et ça, c'est un vrai sujet, parce que tant qu'on pense ça, on ne va pas accorder à la pédagogie l'importance qu'elle mérite. Et moi, j'ai connu des gens qui travaillent sur les questions environnementales depuis des décennies. Alors, dans mon métier, parce que j'ai été directeur du chiffre pendant 6 ans au démarrage, donc c'était une expérience incroyable. J'ai rencontré des gens qui ont fait la COP 1, des gens qui étaient à Rio, tu vois, au sommet de la Terre. Et ces personnes bossaient sur les solutions. Voilà. Très bien. Et en fait, il y en a assez peu parmi ces gens qui travaillent à temps plein sur le sujet du climat ou de l'environnement. Il y en a assez peu qui mesurent à quel point, en fait, aller expliquer le sujet à tous les autres autour de nous, ça reste la priorité aujourd'hui. Tant qu'on ne sera pas des millions à réfléchir, on réfléchira un peu tout seul dans son coin. Monsieur le député, vous êtes le rapporteur, vous avez été le rapporteur de cette commission d'enquête interparlementaire sur le secteur de l'énergie, qui a un peu fait parler d'elle pour quelques auditions, notamment celle d'Yves Bréchet, qui est restée dans pas mal de mémoires, et celle de l'ex-patron d'EDF. Vous êtes coordinateur, enfin vous étiez des groupes de travail sur la loi de programmation énergie-climat. Vous avez vu passer beaucoup de monde. Je rebondis sur ma propre question. Comment vous jugez-vous le niveau d'acculturation moyenne de la représentation nationale, des gens que vous avez en face de vous, de la haute fonction publique en matière de climat, d'énergie et tous les sujets corollaires? En immense progrès. En France, on a c'est bien de le présenter comme ça. On a une tendance naturelle en France à l'autoflagellation, mais on est les premiers en Europe à faire la planification écologique. On est les premiers à lancer un programme de transformation écologique de l'administration, ce qui souligne à la fois d'où on part, ce qui vient d'être dit, et où on veut aller. Et moi, j'analyse aussi comme élu et donc représentant au quotidien et discutant au quotidien avec les citoyens de toute classe et de tout domaine confondu, le succès notamment de la fresque du climat par une double attente. La première attente, et les deux sont positives, la première attente, c'est une attente de comprendre, de participer, mais donc d'abord de comprendre les enjeux, les défis, et d'être capable d'avoir des clés raisonnables de compréhension. Et la deuxième attente qui est liée, c'est celle des ordres de grandeur, qu'on n'a jamais en la matière, parce que comme vous le disiez, c'est absolument... Comme toute science, il n'y a a priori pas grand-chose d'intuitif, parfois c'est même contre-intuitif. Et je vous donne 2 exemples parce que c'est des choses qui sont à la fois d'actualité et qui font énormément débat. Premier exemple, les grands événements internationaux ou sportifs. Sous le contrôle collectif, il y a beaucoup de spécialistes autour de la table. Le premier impact carbone, c'est celui des transports, c'est-à-dire le fait de se rassembler. C'est ce sur quoi nous sommes le moins prêts à renoncer. Se voir, échanger avec des gens du monde entier. Deuxième exemple, l'impact carbone de l'alimentation. Quand vous importez des choses du monde entier, souvent, je ne parle pas des mangues par avion, mais à part ça, souvent l'impact carbone du transport maritime n'est pas gigantesque par rapport à l'énergie qu'il a fallu pour produire les aliments, etc. Et donc en fait, quand on présente les choses d'un point de vue de l'ordre de grandeur, que ce soit les émissions de carbone, que ce soit l'impact sur la biodiversité, on obtient des résultats qui sont difficiles parfois à entendre parce que ce n'est pas exactement ni intuitif, ni ce qui correspond aux efforts qu'on est prêt à faire. Et je pense que la révolution qui est en cours et qui concerne chacun de nous, c'est de partir des ordres de grandeur pour voir ce qu'il faut changer en priorité. Alors est-ce que les gens que vous avez auditionnés les avaient en tête, ces ordres de grandeur ? Oui et non, mais à nouveau,
je déteste l'idée de faire des boucs émissaires, d'abord parce que sinon je serais le premier. Non, mais c'est pas votre intention. Mais général. Parce que sinon je serais le premier à battre ma coupe, même si je suis pas élu depuis longtemps. Et deuxièmement, parce que là où vous avez raison, c'est que c'est toujours systémique. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a pris des engagements climat, je sais pas, par exemple entre 2012 et 2015, quand on a fait un saut qualitatif majeur dans les objectifs climat qu'on se fixait au niveau planétaire et au niveau national, il n'y avait pas du tout l'acculturation scientifique et technique qui correspondait à ces attentes. Un exemple cardinal, c'est que quand on est passé du facteur 4, on va diviser par 4 nos émissions, à la neutralité carbone, on a mis du temps, ce qui est par ailleurs normal, mais on a mis beaucoup de temps à l'intérioriser et à le diffuser dans nos politiques publiques pour comprendre le changement que ça impliquait, qui n'était pas du tout un changement de quelques points de pourcentage, mais bien un changement dans la manière de concevoir l'industrie, l'agriculture et les autres facteurs d'émissions. Et ce qui va avec ça, pour compléter la question, c'est qu'il y a une dimension d'acculturation technique, qui n'est pas simplement la connaissance des ordres de grandeur dont je parlais jusqu'ici, mais qui est de quoi est capable l'industrie, les industries au sens large, agroalimentaire, de fabrication, d'extraction ou de transport, de quoi est-elle capable et dans quel délai ? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire de se fixer des objectifs qui sont, selon toute vraisemblance, assez peu atteignables ? Et donc, quel curseur faut-il faire bouger ? Et en fait, c'est ça le travail du quotidien, c'est de se mettre face, 1, à nos incohérences, et 2, aux contradictions techniques et industrielles. Et à partir de là, si j'ose dire, on peut commenter, à discuter. D'où les indignations partagées sur le manque d'études d'impact, la capacité à se projeter et à boucler une équation ou à se rendre compte des ordres de grandeur de cette équation. Est-ce que c'est je vais être caricatural, ce défaut d'acculturation avant, vous dites que les choses sont en progrès, donc ça veut dire qu'on part d'un état initial qui n'est pas très élevé. Est-ce que c'est ceci qui explique les atermoiements de l'État sur sa politique énergétique depuis 30 ans ? Sans doute, pour ne prendre qu'un seul exemple qui est vraiment le plus caricatural, en fait, il y a une double opposition. L'opposition entre les énergies renouvelables, d'ailleurs souvent électriques, et seulement on aime bien le manichéisme et en France, le nucléaire, mais aussi ce qui est en train de prendre le relais de cette opposition, l'opposition entre la sobriété et la production. Si vous faites un déjeuner le dimanche ou le jour que vous voulez, en famille, vous aviez jusque-là les partisans des ENR et les partisans du nucléaire. C'est en train de se dissiper parce que globalement, on a compris qu'on n'avait pas trop le choix entre les deux à court terme si on voulait répondre à nos propres objectifs. Mais la nouvelle opposition qui arrive, c'est sobriété versus production. Parce qu'en fait, chacun, c'est ce que vous décriviez aussi sur alors c'est notre formule, mais de bulle informationnelle où chacun est convaincu que ce qu'il dit est la seule vérité possible. Donc il y a les gens qui habitent le monde de la sobriété, ou en gros, y compris étayé de manière tout à fait réaliste par des instituts qui vous expliquent que si on baisse de temps la consommation, on y arrive, et puis le monde des ultra-productivistes qui vous disent qu'il suffit d'augmenter la production décarbonée. Mais quand vous faites de l'acculturation technique et industrielle, vous voyez que utiliser seulement l'un ou seulement l'autre est hautement improbable. En tout cas, y arriver par un seul des deux biais est hautement probable. Et quand vous êtes relativement réaliste sur vos moyens, mais très exigeant sur vos ambitions, vous arrivez normalement à la conclusion qu'il faut pousser les curseurs à fond. Ça, c'est sûr. Vous les poussez depuis longtemps à l'ADEME, les curseurs. Vous produisez des rapports que moi, je lis. Aucun journaliste sérieux n'existerait sans l'ADEME. Voilà. Il y a toujours un rapport sur à peu près tous les sujets. Mais si. Néanmoins, je me dis, mais rapport après rapport, vous ne dites pas... voilà, ça fait 30 ans, depuis que l'ADEME existe, j'ai travaillé avec Pierre Radagne il y a des années, il disait déjà la même chose que vous, peut-être moins bien que vous. C'est pas fatigant à force quand même? Alors effectivement, une des missions de l'ADEME, c'est d'éclairer, d'inspirer la décision publique et les décisions privées. Ça, vous le faites. Et à ce titre-là, effectivement, on produit des scénarios, puisque là c'est un peu le sujet, des scénarios pour éclairer l'avenir, sans qu'aucun de ces scénarios soit normatif. Nous, on est là pour alimenter la réflexion de l'État, en l'occurrence sur les réflexions sur la SNBC, mais aussi éclairer et inspirer la décision de tous les acteurs, que ce soit des collectivités ou des entreprises. Quand la prospective à l'ADEME, pour moi, premier gros travail de prospective qui a été relancé, je ne parle pas de l'époque de Pierre Radagne, mais c'est en 2012 quand il fallait effectivement voir comment on atteignait ce facteur 4, cette division par 4 des émissions de CO2. Donc j'ai pas l'impression qu'on refait toujours la même chose, parce qu'en fait les ambitions diffèrent d'une année sur l'autre. On a produit depuis 3 versions de notre prospective, d'abord sous cette logique facteur 4, et à l'époque par rapport à d'autres, notre discours était de dire attention,
le sujet de la division par 4 des émissions de gaz à effet de serre n'est pas qu'un sujet énergétique. Enfin, c'était déjà ça qu'on disait à l'époque, alors qu'on pouvait avoir d'autres exercices de prospective qui s'occupaient que du sujet de l'électricité, par exemple. Les émissions de l'agriculture pèsent pour un tiers dans nos émissions. Donc voilà, ça c'était le discours qu'on avait à l'époque. Avec Transition 2050, le dernier exercice qu'on vient de finaliser d'ailleurs, on a publié la semaine dernière les tout derniers éléments, les tout derniers feuilletons de Transition 2050. On essaye d'éclairer 4 chemins contrastés, variés, pour illustrer un peu ce compromis, ces compromis à trouver entre sobriété, technologie, sobriété et production, même si question de la production peut aussi être la production locale, peut aussi être facilitée par davantage de sobriété, puisqu'une usine qui aujourd'hui, un secteur dans lequel on produit un peu en France et on importe, si on arrive à être sobre, peut devenir quelque part autosuffisant. Donc on peut avoir de la sobriété qui facilite la souveraineté, voilà, c'est ce que je veux dire. Donc on a produit 4 scénarios, on les a terminés la semaine dernière, une nouvelle synthèse qui compile 2 ans de boulot, puisque notre spécificité c'est d'avoir voulu éclairer plein d'impacts. Ces 4 scénarios, ils atteignent la neutralité carbone, mais avec des dimensions très différentes en termes de récits de société. Et on a voulu qualifier les impacts sur la qualité de l'air, les impacts sur l'artificialisation des sols, les impacts sur l'utilisation des matériaux. Et tout dernièrement, donc on a publié une analyse de risque. On a soumis nos 4 scénarios à un stress test, au test de la double matérialité. C'est ce qu'on demande aujourd'hui aux entreprises. C'est-à-dire, stress test 1, c'est quoi pour nos amis? La double matérialité, c'est quoi? Alors, la double matérialité, c'est quoi? C'est qu'on regarde en quoi un scénario est risqué, provoque des impacts, et en quoi il est résilient aux impacts exogènes, aux impacts extérieurs. Donc, en l'occurrence, ces 4 scénarios, ils ont des impacts environnementaux, des impacts économiques qui sont différents, mais ils sont aussi plus ou moins sensibles à des impacts de l'extérieur. Par exemple, une crise géopolitique, par exemple, des contraintes sur les prix des matériaux, des contraintes sur les prix de l'énergie, qui sont des facteurs exogènes qui viennent de l'extérieur. Voilà, donc on a essayé de faire une analyse sérieuse sur ces sujets-là, et il en ressort qu'on a 4 scénarios assez variés. Enfin, c'est pas tout blanc, tout noir, il y a des petites nuances selon les impacts qu'on regarde, mais c'est vrai que la sobriété apparaît comme un facteur de résilience. Alors ça ne veut pas forcément dire que celui qui ressort du lot, c'est le scénario 1, le plus sobre, puisque ce scénario 1, il est aussi soumis à des paris importants, des paris sociologiques. Voilà. Est-ce que effectivement, le dimanche à table, on va réussir à emporter la donne avec le camp des sobres qui va l'emporter? C'est pas certain. Et à l'inverse, le scénario 4 lui-même repose sur des scénarios, des risques plus technologiques. Donc voilà, c'est ça qu'on a voulu publier dernièrement, et c'est en ça, je pense que notre rôle, c'est de réussir à faire monter en compétence aussi ces questions-là au sein de la sphère État, au sein de la sphère publique, et puis plus globalement au sein de la société. J'ai pas dit que vous faisiez toujours la même chose. Vous produisez énormément de rapports, d'études de plus en plus précises. Je me souviens d'une étude l'an dernier par votre collègue Tréméac sur les emballages. L'impact des emballages dans les livraisons à domicile sur les émissions de carbone globales, qui avait montré qu'en gros, on perd 30% de volume à cause des suremballages. Voilà, il fallait que l'ADEME le dise. Ça a été dit. Après, on verra ce qu'on va en faire. Monsieur le député, vous avez travaillé avec l'ADEME, vous travaillez avec l'ADEME. L'ADEME était dans les groupes de travail que vous avez conduits. Mais j'aime beaucoup l'ADEME. Tout le monde aime beaucoup l'ADEME. Tout le monde aime l'ADEME. Et une des grandes qualités de l'ADEME, c'est de pouvoir ne pas être apprécié par les diagnostics qu'elle formule. Non mais, pardon, mais c'est extrêmement important parce que ce dont on parle depuis tout à l'heure, en fait, c'est l'articulation entre la science et la décision politique, c'est-à-dire la décision collective. Et il faut vraiment qu'on fasse attention à ne tomber dans aucun des deux écueils qu'on voit arriver à toute vitesse. Le premier écueil, c'est nous qui décidons, tuons le messager, c'est trop désagréable à entendre, donc c'est que c'est faux. Ça a été ça pendant quelques années quand même. Ça l'est encore, et ça le sera de plus en plus. Je vous donne un exemple, et vraiment j'essaye de ne pas politiser les choses, mais je trouve que c'est un exemple intéressant. L'expression même d'écologie punitive est en soi évidemment construite pour ne pas faire d'efforts écologiques. Pour discréditer l'écologie et ceux qui la portent. C'est fait pour ça, et c'est construit avec cette idée-là, avec cette intention-là, et ensuite on peut raffiner, etc. Et à l'inverse, et ce n'est pas du tout le cas de l'ADEME, c'est le cas d'autres agences, et c'est un paysage institutionnel tel qu'il est. L'autre écueil, c'est que des agences indépendantes
est un pouvoir de décision qui finisse par être insupportable aux concitoyens qui se sentent dépossédés de la décision, au sens où ils ont l'impression que ce ne sont pas les représentants qu'ils ont élus qui prennent des choix, quand bien même ce sont des choix assis sur la science la plus rigoureuse. Enfin, l'ADEME ne décide pas. Non, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas le cas de l'ADEME. C'est le cas d'autres agences sanitaires. On a des questions en ce moment environnementales, etc., qui sont très fortes. Et on voit bien qu'on navigue entre ces deux écueils avec l'idée que si on n'arrive pas à articuler le fait qu'il y a une forme d'arbitrage scientifique qui permet de faire le choix des panels et de les interpréter et de les contraster avec les scénarios, mais que la décision in fine revient bien à des personnes qui sont élues, qui est une manière de dire que l'écologie punitive est un leurre inventé par ceux qui ne veulent pas avancer, eh bien, on avancera. Mais il faut vraiment qu'on fasse très attention à ces choses-là. Et c'est donc très utile d'avoir des instituts qui sont indépendants, au sens où ils n'ont pas été élus, où ils ne dépendent pas de la conjoncture politique pour produire leurs résultats, pour le dire. Si moi, je dis aujourd'hui 30% des émissions viennent des suremballages, je suis suspect par construction. Et c'est compréhensible dans le débat public et dans la manière dont on perçoit les responsables politiques. Les ministres passent, la fonction publique reste, hein, c'est ce que disait Corinne Lepage. Elle en a écrit un livre, voilà, dès lors que vous devenez ministre, vous abandonnez votre pouvoir au cabinet et à la haute fonction publique. Elle avait peut-être un peu exagéré. Monsieur Marchal, vos scénarios, les prospectives 2050, vous les présentez, comment ça se passe au Sénat, au Parlement, aux ministres ? Président, Premier ministre, vous les présentez à la représentation nationale ? On les a beaucoup présentés, effectivement, dans le cadre des groupes de travail organisés autour de la loi de programmation énergie-climat. Ils ont fait l'objet de beaucoup de présentations et je crois qu'ils ont vraiment servi de réflexion à également toutes les réflexions du SGPE. On n'est pas les seuls à produire des scénarios, mais en tout cas, ils font partie, avec les scénarios de RTE, on va y venir avec votre voisin. Effectivement, à donner des ordres de grandeur, cadrer un peu les réflexions, insister sur ces questions de système, de bouclage. Enfin, c'est vrai que c'est pas évident de se dire qu'on prend tel ingrédient du scénario 1 et tel ingrédient du scénario 2 et puis hop, comme ça on réunit le plus beau des mondes. Non, il y a quand même des questions de bouclage. On a été parmi les premiers à mettre en avant la question de la biomasse, du bouclage biomasse, l'importance de bien réfléchir à ça. Mais oui, ils ont été beaucoup présentés. Cédric, je t'ai vu réagir au terme écologie punitive. Ça te hérisse le poil de la barbe ? Alors, c'est très intéressant parce que ça fait allusion au fait qu'on va taxer le problème. On est d'accord ? Si on essaie d'appliquer le même raisonnement aux autres taxes et impôts, ça voudrait dire quoi ? Donc on taxe le CO2 parce que le CO2 c'est pas bien. Voilà. Et en l'occurrence, le CO2 c'est un problème. Donc voilà. Les autres façons de collecter de l'argent pour faire tourner la machine de l'État, c'est quoi ? La TVA. Ça veut dire quoi ? Qu'en fait, il faut punir le fait de consommer ? Impôt sur le revenu. Il faudrait punir le fait de gagner de l'argent ? Impôt sur les sociétés. Il faudrait punir les sociétés d'avoir un bénéfice à la fin de l'année ? Voilà. Donc si on applique le raisonnement de l'écologie punitive à l'ensemble des autres prélèvements, voilà ce que ça donne. C'est complètement illogique. Dans tout le public que tu as vu passer, enfin, toi et les gens qui assurent l'animation des fresques, il y a beaucoup de gens en France qui sont contre ou qui s'en foutent. Et qu'on n'arrive pas à acculturer. Il y a majoritairement des gens qui sont au tout début de leur questionnement. D'accord. C'est ça en fait. Hein. Les personnes qui sont anti, qui sont contre, etc., c'est un profil particulier de gens qui ont besoin d'être contre quelque chose ça les garde en vie. Mais c'est rare quand même, enfin, c'est une minorité. Ceux qui le sont sciemment, voilà, c'est assez rare hein, que ce soit vraiment ancré, réfléchi, etc. La majeure partie des gens ont entendu des choses, voilà, ils ont chopé des infos, mais quand on les met sérieusement autour d'une fresque du climat ou dans une discussion avec des experts, au bout d'un moment, ils finissent par comprendre petit à petit. Et puis alors, c'est marrant parce que quelquefois, c'est eux qui deviennent les plus extrémistes. C'est-à-dire que dès qu'ils ont compris le sujet, ils disent il faudrait interdire ceci, interdire cela. Voilà. Oui, on se calme. C'est pas si simple. mais voilà, pour te répondre, la grande partie, soit au début de la prise de conscience. Monsieur le député, vous avez dit que vous aimiez l'ADEME, vous aimez aussi RTE, ça va ? Non, mais c'était une boutade. D'abord, j'aime toutes les institutions indépendantes qui aident à comprendre le monde tel qu'il est. Et non, mais ça me permet de dire quelque chose sur RTE et plus exactement sur les travaux, parce que je fais le sous-texte qui a été celui aussi des auditions de la commission d'enquête.
et de la fameuse recherche du bouc émissaire. Et donc à un moment, évidemment, c'était bien pratique de se dire, mais ma foi, c'est RTE qui ne nous avait pas dit qu'il fallait produire de l'énergie décarbonée et économiser de l'énergie. Bon, pardon, mais que ça vienne, surtout d'ailleurs, de personnes qui se disaient à l'époque convaincues de la nécessité de la transition écologique, je trouve que c'est particulièrement fort de café. Ce que je trouve vraiment intéressant, en tout cas du point de vue du décideur public, dans les travaux des futurs énergétiques et de la manière dont ils ont été présentés et aussi travaillés, et comment dirais-je, travaillés dans leur compréhension, dans leur intelligibilité, c'est qu'on a souvent en France, je trouve, manqué de l'intermédiaire entre la prospective 2050, 2100 et la note administrative à échéance 1 ou 2 mois. Et ce serait quoi cet intermédiaire? C'est un peu les futurs énergétiques, pour moi, qui se combinent d'ailleurs assez bien avec la scénarisation aussi, enfin, presque plus sociétale de l'ADEME, c'est-à-dire concrètement, faites le rétro-planning si vous voulez atteindre en 2050 la neutralité carbone à moindre coût et à moindre effort. C'est quand même deux contraintes assez compréhensibles. Et là, vous vous posez les questions de la croissance des installations PV, éolien, ENR thermique chaque année. Vous vous posez la question de la flexibilité, de la sobriété bien sûr, du rythme d'installation du nouveau nucléaire. Et donc en fait, ça devient extrêmement concret. Ça se dépolitise assez, ce que je trouve intéressant de manière assez paradoxale. C'est-à-dire qu'au fond, on se pose plus la question de, ben voilà, tout est possible. On peut faire beaucoup plus ou beaucoup moins, mais à quel coût, à quel prix, selon quel rythme. Et c'est ça qui, à mon avis, était la cheville, enfin l'articulation qui manquait pour que nous, on soit directement saisis, pris à partie et qu'on ait à réfléchir sur cette base-là. Vous êtes une articulation, Monsieur Vounagel, donc rapport 2018-2019, qui était commandé en 2018 ou 2019 par le Président de la République, c'est ça? Oui, en 2020 à peu près. Pourquoi il vous a demandé à vous? Ça vous a pas vexé d'ailleurs, vous, à l'ADEME? Non, vous étiez... Je ne sais pas si ça a vexé David, mais je pense pas. Enfin, en tout cas, les exercices sont bien complémentaires. Et puis, une des questions importantes qui se posait... Oui, qu'est-ce qu'on vous a demandé exactement? C'était, est-ce que techniquement, quelles sont les conditions techniques pour bien faire fonctionner un mix électrique à long terme, notamment si jamais on va vers un mix avec beaucoup d'énergie renouvelable, voire 100% d'énergie renouvelable. C'était déjà une des questions avant de comparer des scénarios. Il y a des questions techniques. En fait, nous, quand on fait nos exercices prospectifs... Excusez-moi, je vous taquine un peu, mais en France, on ne parle, ou on feignait de parler d'énergie renouvelable, et on s'est rendu compte en 2018 que ça voulait dire une électrification totale. Il a fallu attendre autant de temps. Mais je crois que c'est ce que disaient tout à l'heure les intervenants précédents. En fait, il faut se replacer dans ce contexte. 2017, c'était pas très longtemps après l'accord de Paris. On commençait à appréhender les conséquences de cet accord et de la neutralité carbone en 2050. Et nous, quand on a lancé la concertation sur cet exercice futur énergétique 2050, parce qu'en fait, quand on fait ces exercices prospectifs, on le fait en concertation avec toutes les parties prenantes intéressées. On met tous les acteurs du système énergétique, les associations, les académiques, etc. autour de la table, et on discute des projections. Et on a bien vu que la concertation avait évolué entre le moment où on a commencé, où c'était encore le débat nucléaire versus renouvelable. Et puis, progressivement, on s'est rendu compte que la vraie question, c'était la sortie des énergies fossiles. Et comment on accompagnait l'électrification des usages en agissant à la fois sur la consommation, mais aussi sur le mix de production. Et donc, il y avait plusieurs questions de différentes natures, à la fois techniques, économiques, environnementales et sociétales qui se posaient. Et il y avait des questions techniques. En fait, nos exercices prospectifs, on les fait pour différentes raisons. On les fait à la fois pour éclairer les décisions publiques, un peu comme l'ADEME, c'est dans notre contrat de service public, mais on le fait aussi pour se préparer nous, à exploiter le système électrique demain. Puisqu'en fait, système électrique, on a tendance à souvent le répéter, quand on appuie sur l'interrupteur, on ne se pose pas la question de comment l'électricité arrive. Mais derrière, il y a quand même des questions, on a tendance à l'oublier, des questions techniques importantes sur comment on dimensionne le réseau, comment on l'exploite à long terme. Et c'est aussi pour ces raisons-là qu'on fait ces exercices prospectifs. Nous, on se prépare à l'exploitation du système électrique de demain. Et donc on a essayé de couvrir l'ensemble des questions qui pouvaient se poser, à la fois des questions très techniques sur la stabilité du système, sur questions qu'on ne s'était jamais posées avant, sur le réseau électrique censé relier la multiplication de points de production éolien, photovoltaïque. On ne s'était jamais posé la question avant, et vous avez dit, bah oui, il y a un réseau à créer, un réseau à soutenir. Ce serait caricatural de dire qu'on ne s'était jamais posé la question avant, mais en tout cas, on en a vraiment parlé après la publication de votre rapport. Absolument, je pense que on n'avait pas fait cet exercice à aussi long terme avec autant de précision. En fait, dans les missions légales de RTE, on a, dans le Code de l'énergie, prévoit qu'on fasse ces exercices de projection de scénario, mais plutôt à horizon 15 ans. Et
en 2018-2019, comme vous disiez, beaucoup de gens nous ont dit mais 15 ans ça suffit pas pour planifier un système énergétique, il faut regarder plus loin. Et nous on était d'accord avec ça. En fait, on voyait bien que il y avait des questions techniques qui allaient se poser à ces horizons de quelques décennies et qu'en fait il fallait les préparer dès maintenant. Donc on a lancé cet exercice. Toutes les parties prenantes ont contribué de manière très constructive. On a eu des discussions avec tous les acteurs. On a des discussions avec l'ADEME évidemment aussi, avec les acteurs publics, avec les administrations, pour construire les scénarios qui soient utiles à la décision publique. Et encore une fois, oui, il y a plusieurs scénarios, il y a plusieurs trajectoires possibles. Il y a des actions qui doivent être menées à court terme pour prévoir sur le long terme. Et tout ça, c'est ce qu'on a essayé de restituer dans notre exercice. D'accord. 2 ans de travail, c'est ça, de concertation, une quarantaine de réunions avec à peu près tout le monde. Ce travail est amené à être reconduit, être remis sur le métier? Oui, on a l'énergie et le climat, ce sont des domaines qui évoluent beaucoup. Donc les objectifs évoluent, les technologies évoluent, et donc on a, enfin les modes de vie aussi. Donc on a proposé, quand on a publié cette étude, de la réactualiser à peu près tous les 5 ans. Donc l'horizon, la prochaine, ce sera peut-être 2026, quelque part par là. En tout cas, il faut trouver l'équilibre entre ne pas vouloir les réactualiser trop souvent. De toute façon, on n'a pas les moyens. 2 ans de travaux, vous l'avez rappelé. Il y a beaucoup de questions de modélisation de comment évolue le climat, par exemple. Donc ça, on travaille avec des chercheurs, des scientifiques sur le sujet. Donc ça prend du temps, forcément. Et puis répondre aux questions dans le débat qui évoluent forcément assez rapidement. Donc voilà, on prévoit de le réactualiser tous les 5 ans en essayant de tenir compte de tous les nouveaux objectifs. J'ai l'impression que votre rapport a ramené tout le monde à la réalité. Je vous donne juste une illustration, c'était au mois d'octobre. Les 2 dernières journées de la présentation du rapport de perspective 2050 de l'ADEME pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Et j'ai animé tous les débats. Il y avait un débat sur électricité, énergie renouvelable, et territoire. Et tout le monde avait plein d'idées. On veut mettre des éoliennes partout, des méthaniseurs partout, de l'agrivoltaïsme partout. Et la directrice régionale de RTE a dit « Attendez, moi je veux bien, mais il faut des points de raccordement. Et moi je vous montre la carte des points de raccordement possibles. Ils sont là, 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 là. Ils ne sont pas partout, là où vous voulez, des champs de... » Ça a ramené la discussion à la réalité. Voilà. Vous êtes d'accord? Absolument. Et en fait, on a des défis très importants devant nous. On a des défis de nature sociétale, mais on a aussi des défis de nature industrielle. Et nous, en tant que gestionnaire du réseau de transport d'électricité, on est parmi les premiers à être confrontés à cette problématique-là. Aujourd'hui, on met en consultation notre schéma décennal de développement du réseau, qui est un document qui doit nous permettre de définir quelles sont les grandes orientations pour l'évolution du réseau. Où est-ce qu'on va développer du réseau? Où est-ce que vont se situer les nouveaux moyens de production et de consommation? Les moyens qui sont nécessaires à la réindustrialisation de la France, les moyens qui sont nécessaires à la décarbonation de notre mix électrique, de notre mix énergétique. Et donc, on rentre dans une phase d'accélération de la transition énergétique qui pose des nouveaux défis aussi pour le réseau. Tout va très vite. Il faut qu'on se trouve des priorités, il faut qu'on trouve des endroits où on va développer le réseau de manière très structurelle, des endroits où on trouvera d'autres solutions plus légères. Donc tout ça, il faut qu'on arrive à... C'est pas qu'une question industrielle qui doit être traitée par RTE, en fait, elle doit embarquer tous les acteurs au niveau territorial, tous les acteurs de la chaîne de valeur. Donc on travaille beaucoup avec nos sous-traitants, nos prestataires. Et voilà, il faut qu'on arrive à fédérer toutes ces bonnes volontés et tous ces acteurs économiques pour réussir ce défi de l'accélération de la transition énergétique. Mais sur des ordres de grandeur, pour reprendre votre expression, monsieur le député, qu'avait ramené votre directrice régionale en disant bah non, là, le point de raccordement, il est trop loin, il y aura trop de pertes, ça coûtera trop cher, etc., etc. Monsieur Marchal, et je ne vous oublie pas. Oui, je trouve que ces exercices, effectivement, ils permettent, on regarde 2050, ça peut paraître lointain, mais c'est une certaine utilité quelque part de se questionner. Alors RTE, effectivement, vous demandiez RTE pourquoi vous avez fait ces travaux vers le 100% ENR, on ne s'était jamais posé la question avant.
Moi, ça me fait sourire parce qu'en 2015, l'ADEME a produit un rapport sur le sujet justement qui est loin de la précision de celui qu'a pu faire RTE. Mais notre idée, c'était bien de susciter des travaux sur ce sujet-là parce qu'il n'y en avait pas en France. Et je crois que voilà, aujourd'hui, en fait, on a RTE qui est l'acteur référent sur ce domaine, qui se saisit de cette question, qui regarde, qui l'analyse, et ça, c'est très bien. Et les analyses que peut faire RTE, celles que l'ADEME a pu faire aujourd'hui, elles permettent aussi de tirer des conclusions sur les priorités pour aujourd'hui. Nous, on a un document là qu'on publie aujourd'hui à l'occasion de cet événement sur la transition énergétique. C'est un avis de l'ADEME sur la flexibilité. Et un avis d'ADEME sur le stockage d'énergie. Mais sur la flexibilité, en fait, je crois que le sujet, il est super important. On va électrifier nos usages, c'est certain, mais je pense qu'il est majeur qu'on électrifie efficace et flexible. Et ça se prépare, juste à titre d'ordre de grandeur, dans les travaux de RTE, mais je veux dire, on a comparé les différents scénarios qui sont sur la table. On va vers 65 gigawatts de photovoltaïque en 2035. Donc c'est énorme, 65 gigawatts, c'est la capacité actuelle du parc nucléaire. Donc évidemment, ça produira moins, mais au plus, ça pourrait produire autant. On va vers 20 millions de véhicules électriques, 18 millions au même horizon. Les calculs de Quanta montrent qu'en fait, ça fait des puissances équivalentes, si on recharge ces véhicules. Et on voit tout l'enjeu à faire en sorte que les véhicules électriques se rechargent au moment de la production solaire. Ça va pas se faire en claquant des doigts. Et à l'inverse, si ça se fait pas au même moment, ça pose aussi un sujet. Et donc, nous, on met en avant dans cet avis de l'ADEME sur la flexibilité, plusieurs recommandations, dont une sur ce sujet-là, sur le fait de vraiment accélérer le sujet de la flexibilité, faire en sorte qu'il y ait un plan de déploiement des flexibilités, ça nous semble super important. Ça veut dire quoi, un plan de déploiement de flexibilité ? Ça veut dire qu'on fasse en sorte qu'il y ait différents mécanismes incitatifs qui permettent à la fois, alors il y a déjà un certain nombre de dispositifs. C'est-à-dire de l'effacement, du délestage ? Ouais, de l'effacement, du délestage, des incitations également à ce que quand vous avez un véhicule électrique, vous soyez davantage incité à suivre les signaux prix. Aujourd'hui, en fait, les heures creuses sont la nuit. En fait, mais là je laisserai Olivier en parler, mais petit à petit, et ça vient quand même très vite, ces heures creuses en termes de prix sur les marchés, elles se déplacent en journée, et je ne crois pas qu'aujourd'hui on ait toute l'infrastructure qui permette de passer ces signaux. Donc c'est en ça que ces travaux long terme, finalement, quand on les croise, quand on les compare, nous permettent aussi de mettre en avant des actions à court terme. Effectivement, vous avez publié un rapport sur le tout électrique en 2015, mais peut-être que la société n'était pas prête, vous avez peut-être eu raison trop tôt. Mais c'était pas une question d'avoir raison ou pas, c'était un sujet qui était non exploré, y compris dans le monde académique, dans le monde de la recherche. En France, il était exploré ailleurs, il était exploré aux États-Unis, il était exploré en Allemagne, non exploré en France. Nous, on avait rassemblé quelques chercheurs sur ce sujet, et notre idée, c'était de commencer l'exploration. Monsieur Ajjar, finalement, c'est presque un aboutissement. On a l'impression dans cette discussion que c'est un aboutissement assez logique, le secrétariat général à la planification écologique. On se concerte, on commence à se concerter, on commence à dialoguer en France, et donc, en toute logique, on oblige les ministères à discuter entre eux, ce qui n'était pas le cas avant. Ça veut dire qu'on ne reculera pas, qu'on n'aura plus d'atermoiement sur les politiques énergétiques, parce qu'enfin, les ministères dialoguent entre eux. Alors, c'est peut-être pas si simple. Alors tout d'abord, sans faire trop d'histoire administrative, parce que la planification n'a pas commencé avec l'arrivée du SGPE. Dès 2015. Elle est incarnée en tout cas. Oui, mais dès 2015, il y avait une programmation pluriannuelle de l'énergie, il y avait une stratégie nationale bas carbone, avant même qu'il y ait un cadre européen qui l'exige ou un cadre international avec la CNUC qui demande des stratégies de long terme. Donc on a un historique de planification sur l'énergie et le climat notamment, qui date, avec un écosystème en termes de parties prenantes qui sont maintenant habitués aussi à cette comitologie et contribuent à ces travaux, et qu'on remet aussi sur le métier tous les 5 ans. Donc la deuxième stratégie nationale bas carbone typiquement a été adoptée en 2020, donc c'est celle qui traduisait l'objectif de neutralité carbone. Là on est en train d'actualiser à nouveau cette stratégie pour prendre en compte l'accélération des objectifs à horizon 2030 qu'on a endossé au niveau européen. Donc il y a quelque chose d'un peu cyclique dans tout ça. Et donc à nouveau, il y avait déjà un socle existant et de nombreuses stratégies plus sectorielles sur la mobilité, sur les bâtiments. Il y a tout un paysage administratif qui préexistait. Là où c'est compliqué, c'est que ces stratégies, il faut qu'elles se traduisent après en politique publique qui permettent de les crédibiliser. En résultat, effectivement, il y a des enjeux lourds de coordination interministérielle parce qu'on est sur des sujets qui sont tellement transverses et systémiques
qu'il y a des questions de bouclage qui apparaissent. On a parlé du bouclage biomasse. Nous, on est très attentifs aussi à la question des financements publics. On a tracé des trajectoires sectorielles, mais derrière, où sont les financements et quelle part imputable à l'État? Ça revient tout le temps, ça, les financements. Hein. Mais du coup, c'est des questions qui étaient difficiles à aborder précédemment, parce qu'il y a un exercice de planification, par exemple énergétique, qui était mené par le ministre qui a cette charge-là. Il y a un processus d'élaboration de la loi de finances qui a un cadre qui lui est propre, et c'est pas facile de faire dialoguer les deux pleinement. Donc voilà, le SGPE arrive un petit peu, à mon sens, pour réussir à créer cette interface entre ces travaux sectoriels, cette nécessité de transversalité. Mais concrètement, ça se passe comment? Il y a une réunion, je sais pas, une réunion éolienne, on convoque tous les services de tous les ministères pour parler du même sujet. Enfin, c'est aussi bête que ça? Il n'y a pas une façon de travailler, donc c'est très dépendant effectivement des sujets. Ce qu'on essaye de faire effectivement, c'est d'avoir à l'œil les grands leviers qui nous permettent d'atteindre nos objectifs. Donc tout d'abord, effectivement, c'est un travail qui est interministériel, qui s'appuie sur l'ensemble des ministères et de leurs travaux. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de cristalliser ces travaux-là pour, à un moment donné, informer la décision qui doit se prendre au niveau politique, cette fois-ci, de la meilleure façon possible, histoire aussi que ce qui ressort de tout ça soit pleinement endossé par l'ensemble du collectif gouvernemental et pas uniquement par le ministre qui porte la politique publique. Et ça, c'est important pour crédibiliser et maximiser les chances que ces choses adviennent. Et aussi pour créer un cadre de redevabilité, c'est-à-dire qu'on va aussi se mettre en capacité de piloter tout ça, de le suivre année après année pour voir, sur tel secteur, on s'était donné cette trajectoire, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui a marché ou pas marché, et qu'est-ce qu'on doit faire, et ça au niveau le plus haut possible quelque part pour que l'échelon aussi politique s'empare pleinement de ces enjeux de bouclage et de suivi. Vous portez quoi? Vous portez une méthode de dialogue, une méthode participative, vous portez une méthode d'organisation du travail qu'il n'y avait pas avant en fait? À nouveau, tout ça existait d'une certaine façon, les administrations savent se parler, etc. Mais voilà, on aide effectivement à fluidifier ce processus où il peut y avoir à la fois beaucoup d'entropie, parce qu'à nouveau c'est très transverse, parfois un peu d'inertie sur des sujets qui sont un peu délaissés, qui sont quelque part dans une stratégie, tiens, il faut faire tant de cultures intermédiaires, par exemple pour la biomasse, qui s'en occupe quelque part. Donc voilà, nous on est là pour avoir cette vision un peu... C'est intéressant ça, je me souviens avoir animé main débat sur la biomasse, on avait l'impression que les gens du ministère qui s'occupent d'énergie n'avaient pas discuté avec le ministère de l'Agriculture. Voilà. Et on avait des incohérences. Et même encore sur certaines lois, un pro du bâtiment m'a dit qu'il y a des incohérences entre le décret Batch, le décret tertiaire et l'aéro 2020. Voilà, ils ne comprennent pas. Du coup, juridiquement, il y a des trous. Ouais, et il y aura toujours des trous, et il y aura toujours des sujets d'interface qui seront complexes. Vous êtes là pour boucher les trous, pour éviter qu'ils n'apparaissent. On est là pour maximiser les chances de fluidifier ce processus et de créer un cadre de suivi aussi qui permette de se revoir régulièrement pour voir où on en est sur tel et tel sujet. Après, il y a un enjeu qui dépasse aussi le cadre de l'administration. Il y a un enjeu politique aussi qui était celui de confier à la Première ministre, maintenant au Premier ministre, la planification écologique. Donc ça fait remonter ces sujets à l'agenda politique. Ça crée aussi une redevabilité, comme je disais, de l'ensemble des ministres vis-à-vis du Premier ministre, qui est aussi garant du respect de ces objectifs-là. Et après, il y a un enjeu d'embarquement quelque part de l'ensemble des parties prenantes. Donc à nouveau, les parties prenantes ne débarquent pas sur ces questions-là. Il y a déjà beaucoup de monde qui était très impliqué sur les différents travaux de l'État. Mais vous avez dû parler ce matin des COP territoriales, typiquement une façon de le décliner territorialement. Il y a un travail avec les filières économiques, il y a un travail avec les citoyens eux-mêmes. Donc voilà, il y a aussi différents niveaux qu'il faut réussir à croiser pour que tout ça soit le plus partagé collectivement. Les COP, c'est une discussion régionale avec un cadre méthodologique que vous avez fixé, c'est ça? Exactement, donc c'était une façon d'essayer de faire correspondre la vision nationale telle qu'elle découle des travaux de planification écologique avec la façon dont territorialement on peut essayer de les traduire. Oui. Alors vous avez cité le Premier ministre qui est en charge de la planification écologique, mais le Premier ministre qui l'autre jour sur ses bottes de paille a dit des choses un peu étranges. Il a tapé comme un sourd sur les haies, l'OFB. Bon, mettre en pâture des fonctionnaires quand on est Premier ministre, c'est déjà en soi assez étrange. Mais il a oublié qu'un de vos premiers travaux, ça a été le plan sur les haies, qui est à peu près, je crois que c'est le seul document d'un gouvernement pour lequel je n'ai vu que des réactions positives et des ONG et du monde agricole, avec en plus cette idée de créer un guichet unique par département. Apparemment, à Matignon, il n'était pas au courant, vu qu'il veut faire de la simplification. C'est juste ma petite pique sur le Premier ministre. Mais manifestement, cette méthode fonctionne. Je ne rebondis pas sur la pique, mais les haies. Je me doute bien. Donc, dans la stratégie nationale bas carbone numéro 2, il y a une hypothèse sur les haies, qui est importante parce que ça crée de la biomasse, ça crée du puits de carbone et il y a des co-bénéfices agroécologiques. Mais voilà, il n'y avait rien derrière pour le concrétiser de tangible. Donc voilà, maintenant il y a un plan haies.
il y a une stratégie sur la capture de carbone. Et voilà, il y a encore des zones d'ombre qui sont dans nos scénarios et qui ne sont pas liées directement aujourd'hui à des politiques publiques qui constituent aussi un peu le plan de travail. Il y a surtout cet article sur le guichet unique qui est en cours de finalisation, comme on dit aujourd'hui, dans un des départements de la région Normandie, je ne sais plus laquelle, où effectivement il y aura un numéro, un fonctionnaire derrière qui gérera les problèmes à la place des agriculteurs. Donc la simplification existe déjà, n'en déplaise, bref, je l'ai déjà nommé. Donc manifestement, la méthode fonctionne. Je t'ai vu sourire, Cédric, il ne faut jamais sourire devant moi, sinon ça veut dire micro. Tu avais une réaction. Je ne sais plus à quel moment j'ai souri. Tu as souri tout le temps, en fait. Je crois que j'ai souri quand on parlait de la biomasse. Et je crois que c'est le Shift Project qui a fait le calcul que entre ceux qui veulent libérer de l'espace pour ramener la nature sur des zones artificialisées pour la biodiversité, entre ceux qui veulent de la biomasse pour le bois énergie, pour la construction, pour les agrocarburants, etc., chacun a fait le compte qu'il y en avait assez, à part qu'ils n'ont pas regardé ce sur quoi les autres avaient compté. Et en fait, on a compté plusieurs fois les mêmes surfaces. Donc, en vrai, non, il n'y a pas assez de surface pour faire de la biomasse pour l'ensemble des usages que chacun a dans son plan. C'est pour ça qu'il faut un plan et une planification au niveau national pour vérifier que tout ça est cohérent. Oui, il y a plein de saints graals qu'on aime chercher en France. Oui, la biomasse était une mode. Bon, la prochaine, c'est l'hydrogène. Ça retombera. C'est qui réagir. Oui, sur la biomasse, on a effectivement publié un avis également il y a 2 semaines pour remettre en avant ce sujet. C'est effectivement un sujet sur lequel c'est important d'avoir un raisonnement système, parce qu'il y a de multiples usages. Il y a une priorisation aussi des usages qui a été proposée, puisque quand on se projette à terme, il y a effectivement des usages, par exemple en chaleur haute température, qui semblent plus justifiés que des usages en chaleur basse température, même si ça sera quand même important de continuer à pouvoir, d'un point de vue social, à pouvoir continuer le chauffage au bois. Mais cette priorisation-là, elle existe. Il n'empêche que nous, dans nos 4 scénarios, on a fait des choses très variées sur la biomasse. Dans tous les cas, il y a un doublement de la biomasse pour l'énergie. C'est quand même très significatif par rapport à aujourd'hui. Le principal de ce doublement, il vient de la biomasse agricole et dans une moindre mesure de la biomasse forestière. Donc ça, c'est pareil. C'est des choses aussi qui ne sont pas forcément intuitives quand on n'a pas les ordres de grandeur. Et le dernier point qui est important, c'est le principe de sobriété, puisque comme vous le disiez, on ne pourra pas tout faire avec cette biomasse, y compris faire voler des avions et faire avancer tous nos bateaux. Donc si on veut aller vers ça, il faut aussi réfléchir à avoir sans doute un usage plus sobre de certains usages. Voilà. Cédric, ensuite M. Ajard. Oui, on est en train d'avoir à nouveau ce débat entre les solutions, le technosolutionnisme d'un côté, l'énergie, produire plus d'énergie renouvelable, etc., et de l'autre côté, la sobriété. Entre les deux, il y a quelque chose sur lequel on n'insiste pas suffisamment, c'est l'intensification des usages. Parce que qu'est-ce qui fait peur derrière le mot sobriété? La sobriété au niveau individuel, ça se traduit par la décroissance au niveau macroéconomique. Voilà, et ça fait peur, c'est un gros mot, c'est pas bien. Voilà. Quand on parle d'assouvir des besoins, on met de côté le PIB, on s'en fout. On a besoin d'avoir un toit au-dessus de sa tête, on a besoin de se vêtir, on a besoin de se déplacer, etc. Il faut assouvir ses besoins. Quelquefois, on peut assouvir le même besoin avec moins de production. Si vous voulez appeler ça la sobriété, vous pouvez. Moi, j'appelle ça une intensification des usages. La sobriété, c'est quand on se prive quelque part un petit peu là et on ne se prive pas. J'ai toujours un téléphone portable, il dure 2 fois plus longtemps. J'ai accès à une perceuse, c'est pas la mienne, c'est mon voisin, et je lui demande sur WhatsApp. J'utilise les bureaux dans lesquels je suis sont également un appartement. Ça, c'est un peu novateur, mais ça viendra, ce genre de choses. Donc, on peut intensifier les usages en augmentant la durée de vie des produits, en luttant contre le gaspillage, en mutualisant, etc. Et ça veut dire rendre le même service avec moins de flux physiques. Et c'est, à mon avis, le levier de décarbonation le plus puissant de tous. Sur les gains techniques, décarbonation, gain en efficacité énergétique. En efficacité énergétique, on gagne 1 à 2% par an, en France ou dans le monde, depuis des décennies. Si on met vraiment tous les efforts du monde, on fera peut-être 3%, mais on sera très loin de tout ce qu'il faut faire au bout du bout. Et puis, sur la décarbonation, pour l'instant, on n'y arrive pas. Donc, sans parler de décroissance, de se serrer forcément la ceinture, il faudra le faire. Je ne dis pas qu'il ne faudra pas le faire, mais même sans parler de ça,
Juste travailler sur, quand un truc existe, on s'en sert le plus possible, le plus souvent possible, et il y a plus de monde possible aussi. Ça, c'est à mon avis le premier levier. Des fois, ça fera la décroissance, des fois pas, en fait. C'est un levier très efficace qui est quand même freiné par un levier qui est son exact miroir, l'effet rebond, dont on voit qu'il corrige les économies que l'on pourrait faire, c'est bêtement humain. Mais bon, c'est un autre débat. Monsieur Ajar, et ensuite la salle, si elle veut bien lever la main, donc préparez-vous. Je voulais juste rebondir sur le Saint Graal, ce que vous disiez. Ouais. C'est pas des effets de mode, en fait. C'est aussi ce caractère itératif qui fait qu'il y a des sujets qui arrivent à l'agenda, qui sont peu compris ou peu explorés, et petit à petit qui deviennent mainstream et du coup passent un peu plus sous les radars. Mais qui cristallisent tous les espoirs, toutes les passions. Non, ça c'est le côté peut-être un peu médiatique qui surjoue les débats qui se jouent autour d'un sujet très précis, mais nous on essaie de garder une vision très système. Mais on disait, facteur 4, on regardait les émissions avec des possibilités d'arbitrage assez simples entre les secteurs, parce qu'on avait de la marge. Neutralité carbone, on est obligé de s'interroger sur décarbonation complète du système énergétique et les puits de carbone. Qu'est-ce que ça veut dire pour la forêt? Qu'est-ce que ça veut dire pour les sols? Maintenant, accélération des objectifs à 2030 et bouclage biomasse, voilà, c'est des nouveaux sujets qui émergent. Demain, capture et stockage du carbone, etc. etc. Donc voilà, ce côté itératif fait que quelque part, on élargit toujours la palette d'objets qu'on maîtrise, mais c'est tant mieux, ça veut dire qu'on progresse aussi dans la compréhension globale de cette trajectoire et tout ce qu'elle implique. Et ça fait que la PNAC 3, le programme national d'adaptation au changement climatique numéro 3, satisfait même Christophe Cassou, climatologue qui est très critique sur à peu près tout. Il me dit, là, j'ai rien à dire, tout le monde discute et tout le monde partage les mêmes objectifs. Je fais tomber ma gourde. Voilà. Mesdames, messieurs, oui, deux d'un coup, 3. Alors, je ne vous vois pas. De toute façon, ici, on a des lampes pour se décoller la rétine. Oui ? Alors oui, j'ai une question. Alors, présentez-vous d'abord. Bonjour. Bonjour, je suis étudiant dans une école d'ingénieurs. J'ai une question. Donc, dans les conférences précédentes, les acteurs de la finance et de l'économie dénonçaient les pouvoirs politiques de ne pas prendre de vraies mesures, ce qui empêchait les acteurs donc, de la finance et de l'économie de suivre. Est-ce que vous confirmez que le pouvoir politique ne prend pas de mesures assez concrètes et des mesures trop floues pour que des choses concrètes avancent dans le triangle de l'inaction? Merci. Faites des questions courtes, pardonnez-moi monsieur, des réponses courtes, il ne reste que 8-10 minutes. Monsieur le député. La question est elle-même extrêmement vaste. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose en particulier qui était visé. Est-ce que notre fiscalité environnementale est satisfaisante? Évidemment non. Si vous mettiez 50 économistes dans une pièce aujourd'hui et qu'ils repartaient d'une feuille blanche, je pense qu'il n'y aurait absolument rien qui ressemble à la fiscalité qu'on a aujourd'hui. Bon, c'est une évidence. Simplement, elle s'est constituée au fil du temps et je pense que chacun sait dans cette salle le degré d'acceptabilité sociale d'augmenter la fiscalité sur le carbone et de baisser la fiscalité sur les objets ou la consommation non carbonée. Deuxièmement, est-ce que nos structures d'incitation sont suffisantes pour orienter au fur et à mesure les fameux bonus-malus? En fait, en réalité, on commence à peine à utiliser cet outil-là. Je le prends parce qu'on le fait sur l'automobile. On commence à le faire sur l'automobile, on commence à le raffiner sur les voitures en disant on va essayer aussi de promouvoir des véhicules qui sont plutôt fabriqués en Europe selon des standards énergétiques, écologiques, sociaux satisfaisants. On avance, mais on est au début. Troisièmement, est-ce que les investissements publics sont suffisants? Et public et privé, manifestement aussi non. C'est le rapport Pisani-Ferry-Mafous qui a montré le gap qui nous reste à franchir. Mais maintenant, ça me permet d'ailleurs de faire le lien avec la question de la croissance et de la décroissance. Je pense que collectivement, chacun d'entre nous est parfaitement incohérent sur ce sujet. Parce que si on fait un petit sondage sur qui souhaite augmenter le salaire des enseignants et des soignants et qui souhaitent continuer à acheter de nouveaux équipements médicaux demain financés par les pouvoirs publics, c'est-à-dire par le contribuable, je pense qu'il y a 100% de oui. Bon, et on peut ensuite discuter de la redistribution sociale. Mais dans un monde où on décroît et où on augmente les impôts, je peux vous garantir que le financement des dépenses publiques n'est pas garanti de manière sûre et certaine dans les 10 prochaines années. Et donc je pense que dans le discours de vérité qu'on porte, le discours d'ailleurs, ce que vous disiez tout à l'heure, le shift a une forme avec l'ADEME de paternité sur le discours des limites en volume et plus en pourcentage, il faut qu'on ajoute, il faut qu'on raisonne en ressources, mais qu'on raisonne en ressources globales, c'est-à-dire qu'on intègre aussi les services publics qu'on est prêt à diminuer, réduire, partager différemment pour que l'équation boucle complètement globalement.
Oui, même Main dit qu'il faut augmenter les impôts. Donc c'est vous dire s'il y a un changement, une révolution dans les esprits. Faites des réponses courtes. Encore de questions. Alors quand on parle de décroissance, on ne parle pas forcément de baisser le salaire des personnels hospitaliers ou des profs, plutôt de celui qui, comme moi, font du PowerPoint toute la journée. Beaucoup plus facile. Je suis désolé, je m'inscris en faux quand même sur ce sujet de la décroissance, là, parce que ça me fait quand même réagir. La sobriété, c'est pas égal à la décroissance. Alors, il y a une question de vocabulaire dans ce qu'on appelle la sobriété. Individuelle, si on la somme, au niveau macro, ça devient la décroissance. Alors, justement, on fait partie des rares organismes qui avons un modèle macroéconomique. Et donc, quand on fait des modélisations, et notamment nos 4 scénarios, ils ont été également modélisés d'un point de vue macroéconomique. Et les 4 scénarios de l'ADEME, il y a un feuilleton macroéconomique qui est sorti il y a pas longtemps, les 4 scénarios de l'ADEME génèrent de la croissance. Les 4. Le scénario 1, en début de période, est un peu décroissant, mais tous, à l'horizon 2050, génèrent de la croissance. Donc, le message, c'est pas que la sobriété génère de la décroissance, c'est que, en fait, on peut changer les modèles d'affaires. C'est ce que vous disiez, je pense que sur le fond, on est d'accord. Intensifier du usage, etc. Pour nous, ça, on le classe dans une forme de sobriété, puisqu'il y a un changement de comportement. C'est-à-dire accepter de prendre son vélo, j'ai le même usage, je me déplace, mais c'est un changement de comportement, etc. etc. Un mot, hein. Alors pour répondre à la question de tout à l'heure, sortir du triangle de l'inaction, il va s'agir en effet, c'est un peu la poule et l'œuf, on n'agit pas parce que les autres n'agissent pas, etc. Et pour arriver à s'en sortir, je pense qu'il va falloir un petit peu anticiper. Donc c'est ce sur quoi d'ailleurs on travaille chez Blue Choice quand on accompagne les entreprises, on essaie de les aider à se projeter dans l'hypothèse où cette transition se fait, même si on n'en a aucune garantie. En fait. Pourquoi on fait ça? Parce que si les entreprises de manière massive lisent le PTEF du Shift Project par exemple et se projettent dans un monde où ça a lieu, elles vont anticiper, préparer leur business model pour ça. Du coup, le jour où le politique veut enfin mettre en place une politique qui est au bon niveau, ce n'est pas le cas aujourd'hui, au bon niveau par rapport aux enjeux climatiques, ce jour-là, les entreprises seront prêtes. Voilà, et c'est ça va pouvoir permettre de sortir du triangle de l'inaction. Mais pour l'instant, cette question de savoir si mon business model est compatible avec un monde qui fait la transition, je peux vous dire, parce que je fais des fresques du climat au niveau COMEX depuis des mois, des années, dans des très grosses boîtes, cette question ne se pose pas. Ils réfléchissent à baisser leurs émissions, ils ne se posent pas la question de savoir si leur boîte est toujours viable dans un monde qui fait la décroissance. Enfin, pardon, pas la décroissance, qui fait la transition. Voilà. C'est ça. Décroissance ou pas. Attention aux mots. Monsieur Ajar. Non, Et après, je vous oublie pas, madame. Je pense que c'est important de ne pas avoir une vision trop caricaturée sur on n'agit pas. En réalité, si on regarde secteur par secteur, il y a plein de mesures de politique publique qui sont renforcées au fil des années et qui vont dans le bon sens. La question, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à faire de plus qui soit à la fois cohérent avec nos engagements environnementaux, acceptable socialement, politiquement, économiquement. Donc voilà, ça c'est une fois encore très itératif et quelque chose qui nécessite un pilotage où il n'y a pas de réponse noire ou blanche quelque part. Madame, bonjour. Alors moi, je voulais revenir sur les formations. Alors déjà, effectivement, au niveau des ministères, il y a des fresques et c'est très important. La fresque océane, la fresque du climat, la fresque de la biodive. L'énergie, on aimerait bien qu'il y en ait une qui existe et les 9 limites planétaires. Et effectivement, il y a des formations de transition écologique avec des ateliers et tout un processus. Mais quand vous dites c'est utile, oui, c'est utile et même pour tous les agents. Parce qu'on a besoin justement de comprendre tous les mécanismes et tout ça. Et je pense qu'il faut vraiment développer à fond ce genre de choses par rapport à l'adaptation au réchauffement climatique, par rapport à la biodive. Et moi, je dirais qu'il faut aller plus loin parce que ces fresques, elles seront très utiles en France. Mais il faudrait que ça soit aussi en Inde, en Chine, dans tous les pays pollueurs. Parce que la France, on est peanuts par rapport au monde entier. Et pour moi, toutes ces fresques, notamment la biodive, par rapport au déclin de la biodiversité, il faudrait que ça soit dans le monde entier qu'il y ait ces fresques. Que ça soit au niveau d'océane pour les océans, au niveau de la biodive, on y travaille, au niveau de l'énergie. On y travaille au niveau de la fresque du climat et on compte bien emmener dans notre sillage l'ensemble des autres fresques avec nous, évidemment. Madame, devant, bonjour. Bonjour, Anne Bringot du réseau Action Climat. Ravie de vous avoir écouté et surtout bravo, on a en France des talents incroyables pour construire effectivement des plans, des stratégies. On a la chance d'avoir toutes ces informations, mais on a une difficulté, c'est pour conclure. Parce que c'est vrai qu'on aurait dû conclure sur ces plans il y a déjà plusieurs mois.
Et ma question précise, c'est sur les points qui fâchent, les vrais irritants. On a beaucoup de mal à les mettre en débat avec la société civile. Par exemple, la biomasse, on vient d'en reparler. Pour certains, c'est de la forêt, de l'agriculture. De l'autre côté, c'est de la bioénergie. Mais ces gens-là ne se parlent pas. À un moment donné, il va falloir arbitrer avec tout le monde. On pourrait parler du transport aérien. Pas vraiment de solution technologique à court terme. Qu'est-ce qu'on fait? Ça serait intéressant de le mettre en débat. L'avenir des réseaux de gaz, s'il y a de moins en moins de clients, ça coûtera plus cher. Donc ces irritants, on les connaît tous. Pourquoi n'arrive-t-on pas à créer une instance avec la société civile où on a ces débats? On avait espéré que ça soit le CNR, ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour qu'on puisse aboutir sur ces sujets qui fâchent? C'est une question posée depuis longtemps, Madame Bringot. J'ai toujours pas de réponse. Monsieur Ajard. Non, mais je pense qu'il faut que... Bon, effectivement, il y a un certain nombre de points et ils commencent à être bien identifiés. L'IDRI les appelle les controverses. On commence à avoir un historique qui permet de documenter tout ça. Je pense qu'il faut qu'on accepte que ça prenne du temps de trouver aussi les formats qui permettent d'aborder ces questions. Donc sur la biomasse, typiquement, on a pas mal parlé aujourd'hui. Il n'y a pas un cadre national qui permette d'avoir cette vision complètement transversale. Donc on n'a pas encore un niveau de maturité suffisant pour sortir avec un arbitrage. Et d'ailleurs, ce n'est même pas une question d'un arbitrage. C'est une question de se donner une trajectoire globale autour de grands équilibres. Et franchement, ces grands équilibres, ils commencent à bien se dessiner entre les différents scénarios. Donc à court terme, on sait à peu près où on va. D'ailleurs, nous, côté SGPE, on a publié les trajectoires à l'horizon 2030, donc on sait à peu près où on va. Ce qui est important, c'est de se donner les capacités de penser à plus long terme et puis après de pouvoir piloter pour des décisions qui viennent un peu plus après. Donc, ce qui est vraiment sensible, c'est les décisions qu'on doit prendre maintenant parce qu'il y a des enjeux vraiment de court terme, ou en tout cas d'horizon 2030. Et pour les questions de plus long terme, effectivement, il y a des questions lourdes autour du transport aérien, de la biomasse, de tout ce que vous avez cité. Il y a des choses qui vont prendre du temps. Après, il y a des créations spontanées d'assemblées. Il y a le Parlement de l'eau en Bretagne. Il y a ce que vous avez fait, mine de rien. Je ne dis pas ça parce que vous êtes là en Bourgogne-Franche-Comté. C'était vachement bien. J'ai assisté pendant 18 mois aux réunions publiques. Ça marche. Ça marche. Et les gens, même quand il n'y a que 12 personnes, c'est assez étonnant ce qui en sort. Dès lors qu'on se met d'accord sur un vocabulaire commun et que les gens ont été tous acculturés à un même niveau. Voilà. Ça, c'est autre chose. Une dernière question, monsieur. Bonjour. Oui, bonjour à toutes et à tous. Faites très court, là, il ne reste pas beaucoup de temps. Très court. L'administration publique, aujourd'hui, c'est 5 à 10% du PIB, notamment via les achats publics. L'exemplarité, elle se fait aujourd'hui plutôt sur la défensive, donc pour éviter de s'attirer les critiques. Mais on dirait que l'État ne joue pas un rôle de locomotive qu'elle devrait jouer actuellement pour les transitions. Ma question est, à quand on va faire de l'éco-conditionnalité des subventions? Ça existe déjà, non? Alors, il y a une grosse différence entre subventions et achats publics. Hein. Enfin, là, on parle de deux choses différentes. Mais effectivement, sur le volet subventions que je connais le mieux, les choses avancent. Là, on a notamment dans la loi Industrie verte l'obligation d'avoir un BGS simplifié qui sera à fournir par les entreprises pour bénéficier de subventions en faveur de la transition écologique. Donc c'est déjà un premier pas et on travaille pour mettre ça en service à partir à partir de l'été globalement de cette année. Voilà. Très bien. Il nous reste 48 secondes. Qui prend la main, monsieur le député? En complément de ce qu'on disait avant sur les débats crispants, moi j'ai l'impression que la responsabilité française et européenne, sans avoir l'air d'imaginer un modèle affreusement néocolonialiste, c'est de proposer un modèle démocratique, industriel et écologique. Pourquoi? Parce que dans le monde entier, si on n'a pas les trois, personne n'acceptera. La Chine n'acceptera pas avant 30 ans un modèle non industriel, l'Europe n'acceptera pas un modèle non démocratique, et nous n'avons pas vocation collectivement à accepter un modèle non écologique. Et donc c'est ça qui va sur l'éco-conditionnalité, par exemple, guider le fait qu'on prend évidemment des choix qui sont des demi-mesures. C'est-à-dire garder de l'industrie en Europe, quitte à ce qu'elle soit un peu polluante, parce qu'il vaut mieux qu'on soit capable de créer un modèle de transition, mais qui produit, tout en allant vers l'écologie. Et c'est pour ça qu'on est, évidemment, il n'y a pas inaction ou action, c'est pour ça qu'on navigue entre ces rochers-là. Merci. Pile poil, 0 secondes.